Salut Laurent Lévy, Bonjour. je suis très heureux de te recevoir dans la voiture. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es le fondateur de la troisième plus grande enseigne d'optique et d'audition en France, avec plus de 500 magasins, Optical Center, présent aussi dans 6 pays, dont Israël. Tu as créé aussi une dizaine de marques à côté de ça. En 2011, tu édites ton premier livre, Cette clé pour réussir. Tu as créé également, il y a 5 ans, la place de la musique, Kikara Musica, à Yerushalayim, ici à Jérusalem. Et tu ne t'arrêtes pas à ton côté entrepreneur et tu laisses place à ton côté artistique en 2014 pour ouvrir pour la toute première fois le premier site de musique hébraïque, Hebrew Musics. Tu me pardonneras de mon accent. Ce qui m'a vraiment voulu donner envie de faire cette interview avec toi, c'est que j'ai été me balader sur ton site et j'ai vu, tu as écrit, je cite, « Je trouve l'inspiration dans l'étude de la Torah, du Talmud, des textes de la Kabbale et dans les prophètes bibliques. » Alors ma première question déjà, c'est est-ce que tu as fait tchouva? Ou tu as toujours été plus ou moins pratiquant? Non, je n'ai pas fait tchouva, je suis en recherche permanente. D'accord. Mais dans l'idée, j'essaie de m'améliorer, d'apprendre chaque jour de chacun. Et de chaque chose qu'on peut faire. Donc je crois que c'est plus un processus en fait. On essaie de s'améliorer, d'apprendre, de changer, de se parfaire. Puis parfois on se plante, puis alors on se relève. Voilà. Et on s'améliore dans la pratique des mitzvot et puis dans l'étude. Alors tu as créé en 2007 la fondation Optical Center à Jérusalem. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et pourquoi avoir créé ça? En fait, ça donne du sens un peu à ce qu'on est en train de faire en France et partout dans le monde. On vend des lunettes et des appareils auditifs. Il y a un bénéfice. Sur ce bénéfice, il y a une part qui ne nous appartient pas, qu'on doit reverser. Et voilà, ça peut s'appeler le maaser par exemple. Et donc l'idée c'était de donner du sens un peu à ce qu'on fait en France. Donc chaque fois qu'on vend une paire de lunettes ou un appareil auditif, il y a de l'argent qui est transmis à la fondation Optical Center de Jérusalem. Cette fondation-là a pour objectif d'aider les nécessiteux de Jérusalem et de Judée-Samarie, voilà, comme ils sont. Et puis ça fait à peu près, on donne à peu près 20 000 paires de lunettes par an et 1500 appareils auditifs. Donc on peut dire aujourd'hui qu'à Jérusalem, tout le monde voit bien et tout le monde entend bien. D'accord. Et pourquoi ne pas avoir créé ça en France également? En France, il y a des aides sociales, notamment la CMU, qui donne des lunettes aux personnes qui n'ont pas les moyens. Ce qu'on fait en France, par contre, on donne des lunettes de soleil dans les écoles. En fin d'année, quand on sensibilise les professeurs, on va les former. Et puis on offre des lunettes de soleil de façon à ce qu'on puisse voir sur les plages, non pas les parents seulement avec des lunettes de soleil, mais également les enfants. D'accord, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément en Israël, le système de santé il a rien à voir pratiquement avec la France. Du coup, pour se procurer une paire de lunettes, c'est pas du tout, c'est pas du tout les mêmes tarifs qu'en France. Donc, il n'y a pas de remboursement en Israël. Ouais, pas du tout. C'est prévu ou pas du tout? Si, il y a des choses avec la coupe Introlim, avec les sécurités sociales, l'équivalent, mais rien à voir. Enfin, c'est très compliqué, et c'est beaucoup de rendez-vous pour avoir quelque chose qui n'est pas spécialement. C'est très mal, c'est pas encore très au point, on va dire. D'accord. Alors, Kikara Musica, oui. Hebrew Music Museum, prochaine étape? La prochaine étape, je pense, pour l'ensemble des. Lorsqu'on vit à l'étranger, on dit, ça fait 2000 ans qu'on dit l'année prochaine à Jérusalem, une fois qu'on est à Jérusalem, mes enfants m'ont dit ok, papa, c'est très sympa ce Pessah, mais l'année prochaine à Jérusalem, on y est déjà. C'est quoi, voilà, le next tape, la prochaine étape. J'ai dit, quand on est à Jérusalem, on dit l'année prochaine à Jérusalem reconstruite. Donc je pense que l'enjeu de notre génération à nous, c'est comment et quand reconstruire le troisième temple. Magnifique. Alors on a déjà quelques instruments qui ont été recensés un peu partout. Oui, il y a beaucoup de travail qui a été fait par le Machon Hamikdash, l'Institut du Temple. Ils ont fabriqué la menorah, la table de proposition. Il y a même un hôtel qui a été fabriqué, l'USBR. Il y a même des cours pour les Kohanim, pour les sacrifices. Pour les Kohanim, il y a des incroyable, habits, il y a le pectoral du Kohen Gadol, il y a des instruments de musique. Donc il y a un travail déjà qui a été fait. Mais je pense maintenant qu'il y a une prise de conscience, et surtout une prise de conscience au niveau de l'étude, sur savoir qu'est-ce qu'est ce troisième temple vraiment, quoi. Est-ce qu'il y aura vraiment des sacrifices d'animaux? Est-ce que vraiment on va être capable d'unir les 7 milliards d'humains pour se rapprocher de Dieu dans un même lieu?
Voilà, est-ce que vraiment on a retrouvé la vache rousse? Est-ce qu'on a retrouvé vraiment le trailette, le fil d'azur? Donc il y a des questions aujourd'hui qui sont extrêmement avancées, mais par contre très peu les connaissent et très peu les étudient. Donc voilà, l'étape d'après c'est ça. Donc d'après toi, il faudrait qu'on étudie plus les lois du troisième. Bien sûr. Ça part d'Ézéchiel, mais Rachi en parle, le Rambam en parle, le Radbaz en parle, le Harizal en parle, le Gaon de Vilna, bref, toute l'histoire, on parle de ce troisième temple et sans pour autant comprendre vraiment. Alors il y en a qui pensent qu'il va venir d'en haut, ils se trompent complètement. La Shrina va venir d'en haut, mais pas le temple lui-même. Il y en a qui pensent qu'il faut attendre Mashiach, ils se trompent complètement. Enfin bref, il y a beaucoup à étudier. Il y a beaucoup à étudier sur le sujet. Hein. C'est mon étude de Torah. Mon étude de Torah depuis 2 ans et demi, elle est consacrée exclusivement là-dessus. D'accord. Et d'ailleurs, puisque tu me parles de ça, est-ce que tu étudies régulièrement tous les jours? Oui. C'est quoi? Alors, j'ai une étude avec mon Rav Ayoun, qui lui m'enseigne sur le troisième temple, et j'ai une étude particulière sur les prophètes, seul. Chaque jour, je suis incapable de faire de m'occuper de mes affaires si j'ai pas une inspiration, surtout à Jérusalem où on est vraiment connecté à Dieu d'une façon incroyable. Et puis j'aurais jamais pu réussir autant si j'habitais pas à Jérusalem. Mais comment tu arrives j'imagine que tu dois être très occupé, comment tu arrives à consacrer de ton temps à une étude quotidienne? C'est une organisation de vie. C'est une organisation de vie. De la même façon que vous trouvez dans la journée un temps pour prendre votre douche, vous brosser les dents, vous trouvez un temps pour l'étude. C'est une belle leçon pour ceux qui nous écoutent et qui travaillent peut-être 7-8 heures par jour. Si vous arrivez à étudier, à trouver du temps pour étudier, c'est vraiment chacun peut trouver du temps, il suffit d'y mettre sa volonté, quoi, en fait. Tout est une question d'organisation. Et de priorité. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est vraiment important? Les gens s'occupent de leur corps en général, il n'y a pas de problème. Ils mangent, ils dorment, tout ça, ils se lavent. Les gens s'occupent un peu de leur cerveau, un peu de musée, un peu de culture, un peu de musique, mais de leur âme. Combien de temps passez-vous à vous occuper de votre âme? À prier, à méditer, à étudier, combien de temps? Et à la fin, ce qui reste, c'est l'âme. Donc autant investir sur ce qui est périn réellement. Alors tu es fan de foot depuis petit. Oui. J'ai eu même l'occasion de jouer une fois contre toi, je sais pas si tu t'en rappelles, lors d'un foot, comment ça s'appelle? Le tournoi là? Le tournoi de foot okay, pour une association, pour l'association Leftov. Oui. J'ai compris d'ailleurs pourquoi je devais avoir besoin de lunettes face à toi. Tu joues régulièrement, il me semble, au foot. Tu as même ta propre équipe, etc. Tu as investi il n'y a pas longtemps, il me semble, dans un nouveau club de foot ici à Jérusalem, de francophones. Le Jérusalem Lions Club. Le Jérusalem Lions Club, avec une toute particularité que je te laisse nous expliquer. L'idée, en fait, on a 160 enfants cette année, on aura plus de 300 l'année prochaine. Donc l'idée, c'est de commencer par un cours de Torah, 5 minutes, pour dire qu'est-ce qu'on fait là, comment on va se comporter. La Torah, c'est quoi finalement? On est au-delà de religion, enfin, il y a ceux qui pratiquent la Torah comme ils appellent ça le judaïsme, ils veulent faire de la Torah une religion, se plantent complètement. On est bien au-delà aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, au-delà des religions, que ce soit l'islam, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme. Je pense que la Torah, c'est juste un comportement de vie, c'est comment on se comporte avec son prochain, avec sa femme, ses enfants, son famille, et comment on se comporte avec Dieu. Et en fait, c'est juste, on a le mode d'emploi de la vie. Après, c'est ce mode d'emploi-là, c'est ça qu'on essaye de transmettre aux enfants avant le match. Puis après, le côté entraînement, c'est avec des professionnels, et puis les matchs, etc. On va monter une belle équipe qui va rentrer en Liga Gimel, donc la ligue la moins forte en Israël. On va commencer. L'équivalent en France, c'est quoi? C'est des deux? Non, plus que des deux, c'est des divisions d'après. C'est la 5e division israélienne, quoi. D'accord. Donc on a quelques années pour arriver en première, mais c'est l'objectif. Champions League bientôt? Arriverons déjà en première division israélienne, et puis après on parlera de transmettre la belle image de Jérusalem à travers le monde, puisqu'aujourd'hui l'image d'une ville passe à travers son club de football. C'est vrai. En tout cas, c'est une belle initiative d'avoir fait ça, d'avoir pris ces 5 minutes par entraînement pour... On commence comme ça et on termine avec le lien entre ce qui s'est passé sur le terrain et l'enseignement du début. Et puis,
un premier entraînement, un second, un troisième, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous voyez chez les enfants le comportement qui change sur le terrain. Et quand on parle de respect, c'est pas seulement un mot sur le maillot, sur le côté gauche du maillot, mais c'est vraiment la façon de vraiment se comporter. Et ça peut créer, j'imagine, une belle cohésion d'équipe, non? Tout est là. La principale puissance de l'État d'Israël, c'est l'unité. D'accord ? Même chose dans une équipe. Alors comment tu expliques qu'en Israël, notre force est l'unité, mais paradoxalement, il existe des dizaines de mouvements différents qui s'opposent, avec, on entend toujours des étiquettes partout, qu'on n'avait pas en France d'ailleurs. En France, il y avait les juifs français. Et ici, on entend était Breslev, était Chiloni, était Dati Leumi, était Haredi, était... Et j'en passe des meilleurs. Comment on pourrait déjà résoudre ce problème-là? Je pense que tu as fait un premier pas avec peut-être Kika Musica, comme tu as dit. Mais il n'y aurait pas peut-être d'autres projets à mettre en place? Alors, il y a un travail d'abord individuel, d'arriver à bien voir. Bien voir, c'est pas avoir 10 dixièmes, ou arriver à avoir des petites lettres à 5 mètres. C'est bien voir, c'est arriver à voir le bien qui est dans chacun. Qu'est-ce qui m'unit à l'autre? C'est ça, bien voir. C'est voir le bien. Donc, c'est une démarche, un travail pour arriver à voir que le bien qui est dans l'autre. Ce qui nous unit est toujours plus fort que ce qui nous sépare. Donc, si on met juste le point sur ça, bah, ça fait des couples plus forts, des familles plus fortes, des amitiés plus fortes, puis après une ville plus forte, et puis un peuple plus fort, un pays plus fort. Donc, en réalité, juste se focaliser sur ce qui est bien en l'autre. Après, d'où on vient? On vient de 12 tribus. On vient finalement de 4 femmes, d'accord, un même père qui a 4 femmes, 2 femmes et 2 servantes à l'époque, et qui vont donner 12 enfants. Et ces 12 enfants vont donner 12 tribus d'Israël. Donc en fait, dès le départ, et on sait très bien que la jalousie, la haine, etc., qui peut régner dans une famille où il y a une compétition, surtout quand il y a des mères différentes, dès le départ, on était un peu mal barré au niveau de l'unité, ouais. En réalité. Donc, si aujourd'hui on se retrouve non plus avec 12 tribus mais avec 12 partis politiques à la Knesset, c'est exactement la même chose. C'est comment on va arriver à voir dans l'autre à la fois ce qui nous unit et à la fois ce qui va nous rendre plus forts. Parce que la différence en question que l'autre a et que je n'ai pas, c'est ça qui va nous rendre plus forts. Et au bout d'un moment on la respecte la différence, puis au bout d'un moment, avec plus de temps, on arrive à l'aimer cette différence. Et là quand on arrive à s'enrichir les uns des autres, on crée le pays qu'on a créé. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé en 70 ans ici. Ouais. Incroyable. Ça c'est d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif, il n'y aurait pas des démarches alors? D'un point de vue collectif, il y aura 12 partis dans la prochaine Knesset, voilà. Et ça va représenter l'ensemble des tendances du peuple juif. Et puis il y aura un Premier ministre qui va prendre quelques-uns avec lui et continuer à gérer au mieux. C'est bon la tête dans les murailles de la vieille ville de Jérusalem. C'est magnifique. Pourquoi avoir édité un seul livre il y a maintenant près d'une dizaine d'années, ne pas avoir poursuivi En fait, au départ, moi, je suis un homme de chiffres. D'accord. Donc, les chiffres, ça va. J'arrive à plus ou moins jongler avec. Mais les lettres, c'était pas mon fort. Et donc, ça m'a pris énormément de temps et énormément de travail pour écrire ce livre. Qui est finalement, c'est un mélange de business et Torah. D'accord. C'est les principes du management pour devenir leader. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et c'est pas dans mes préoccupations. Alors, il a été traduit en hébreu. Maintenant il sortira aux États-Unis là, bientôt dans les prochains mois. Et voilà, s'il devait y en avoir un, ça sera pas pour maintenant. Rien n'est prévu pour l'instant. Bon, pour finir, la dernière question, c'est quoi ton planning d'une journée type? Journée type. Vendredi, samedi, dimanche, je ne travaille pas. D'accord. Vendredi, je suis en préparation de Shabbat. Samedi, je suis dans Shabbat. Et dimanche. Donc récupère de Shabbat. Dimanche, je passe un temps avec ma femme, tous les deux, et puis on organise la semaine. Lundi au jeudi, je travaille. Le matin, je réponds à mes mails. Ensuite, j'ai 3 coups de fil, les 3 coups de fil importants de la journée. Et mes rendez-vous sont à partir de 14h, jusqu'à 19h. Et en général, j'essaie de faire 3 à 4 rendez-vous par jour, ou téléphoniques, ou en direct. Du coup, à quel moment tu étudies? Alors, à quel moment j'étudie? J'étudie le lundi après-midi, avec mon Rav, et j'étudie le matin et le soir en ce moment, j'étudie le livre d'Isaïe. C'est mon étude seule. D'accord. Super. Sans compter les conférences, ou les cours, on fait des cours à la maison régulièrement, etc. Bref, sans compter les plus, les conférences, les cours avec des Ravs, etc. Merci beaucoup Laurent Lévy d'avoir accordé ton temps si précieux, j'imagine. J'espère que ça servira d'exemple
pour ceux qui nous ont regardés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt.